Merci, Madame la maire, chers collègues. Donc, on tenait à saluer l'initiative de l'appel à manifester d'intérêt proposé par le Fonds et le Réseau national des maisons des associations, auquel la ville a répondu et a été retenue. Cette initiative, on l'espère, permettra peut-être de renforcer la participation citoyenne et l'engagement des acteurs locaux dans la vie de la ville. On espère que ça pourrait éventuellement renforcer la démocratie participative, même si à l'heure actuelle, la question de la démocratie à Mulhouse se prend un véritable coup dans l'aile. Il y a comme un espèce de parfum de 49.3 qui flotte au-dessus de la ville. Quand on voit un minima sur le sujet de scène de rue, avec quelle agilité Madame la maire, accompagnée de l'adjointe, évite les citoyens pour évoquer des sujets fondamentaux, puisque scène de rue est un temps majeur de notre ville. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est plutôt la question de la démocratie autour de la construction de la tour Elitis au quai de Rang. Voilà, c'est un projet qui est de l'ordre de 14 millions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceci dit, le point qu'il était à noter, c'est que l'arrêté d'accord du permis de construire a été émis par la maire de Mulhouse le 6 mai 2022 avec un affichage minimaliste sur le terrain rendant la lisibilité et la visibilité de l'autorisation difficile pour les riverains. Ces décisions étaient prises par une mairie qui n'a pas tenu compte de l'avis des citoyens et qui a agi en dépit du bon sens et des intérêts de la commune, des Mulhousiens. Ce projet ambitieux peut sembler attrayant pour certains, car il se veut à énergie positive, mais on s'inquiète des conséquences néfastes qu'il pourrait engendrer. Notamment, cette tour a une hauteur de près de 60 mètres, ce qui risque de perturber l'harmonie de notre ville et ne correspond pas aux besoins de la population en matière de logements accessibles et abordables. De plus, il est situé à côté de la gare, un lieu de passage stratégique pour de nombreux voyageurs SNCF. Cela pourra entraîner des problèmes de congestion routière, une augmentation de la pollution de l'air, de nuisances sonores et de pollution visuelle. Alors qu'en réalité, nous devons privilégier la réutilisation des friches industrielles et minimiser l'emprise au sol, valoriser l'harmonie paysagère. Il aurait été donc essentiel de prendre en compte l'ensemble de ces éléments avant de donner votre accord définitif à ce projet. Nous devons veiller à ce que la vision de notre ville ne soit pas limitée par une logique financière à court terme, mais qu'elle soit avant tout centrée sur les besoins de la population, en informant largement et en consultant véritablement les habitants à travers des réunions publiques, des échanges, etc., etc. Et par ailleurs, nous proposons que la ville instaure un référendum local pour décider des grands enjeux mulhousiens, en particulier ce qui concerne les projets d'urbanisme structurants. Cela permettra de donner la parole aux citoyens et de renforcer la démocratie locale. Voilà, donc nous demandons que les procédures démocratiques soient respectées et mises en place, de faire participer les citoyens aux grandes décisions qui les concernent. Et les projets d'urbanisme à fort impact sur le cadre de vie doivent être pensés en concertation avec les habitants et les associations locales afin de répondre aux besoins et aux aspirations de tous. Merci. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas enflammer la polémique et de répondre sur votre interpellation sur le bâtiment Elitis. Déjà, j'aimerais prendre peut-être un petit peu de recul par rapport au permis de construire lui-même et revenir sur ce qu'on essaye de faire sur le quartier gare, parce que finalement, un projet, ça s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus large. Le quartier gare, c'est un quartier d'affaires. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans ce conseil. On développe à terme 57 000 m² de bureaux tertiaires. On est à 60% d'avancement sur ce sujet. Et on a trouvé effectivement légitime, il y a 2 ans, finalement relativement au début du mandat, d'essayer d'en faire un quartier mixte, de sortir de cette logique
d'un quartier uniquement d'affaires. Pourquoi on a voulu faire ça? C'est finalement la logique de se dire si on peut travailler près de là où on habite, si on peut faire beaucoup de choses dans un rayon relativement restreint, on élimine un certain nombre de déplacements subis, on élimine ou on réduit le besoin de recours à la voiture. Et donc, c'est poser la question de comment on fait dans un secteur aussi dense que celui de la gare. La densité, la densification, c'est pas un terme techno, c'est une vraie préoccupation. On aura sûrement l'occasion dans les prochains conseils, à la fois à l'agglomération et la ville, de parler du zéro artificialisation net. On fera le bilan avec l'agglo justement de toute l'artificialisation qui a eu lieu dans notre territoire au cours des 10-15 dernières années et qui à l'évidence ne peut pas continuer à ce rythme-là. Alors quand on dit il faut densifier pour éviter de s'étaler, parce que finalement on construit et on densifie aux endroits où c'est déjà urbanisé, on se dit dans une zone comme la gare, la seule logique possible si on veut garder de l'espace vert au sol, c'est de construire en hauteur. Alors je sais que la hauteur ça dérange, il y a aussi des projets qui n'ont pas fonctionné, il y a des tours qui n'ont pas fonctionné, on en connaît, on en a mentionné quelques-unes. Après, c'est pas parce que c'est des tours qu'elles ne fonctionnent pas, c'est parce qu'elles ont des modèles de fonctionnement un petit peu différents. Celui-ci, ça n'est pas une copropriété, ça n'est pas un modèle tel qu'il existe aujourd'hui sur cette ville, c'est un modèle différent où un investisseur privé construit pour mettre en location un bâtiment de grande hauteur qui lui permet de mettre 64 logements de mémoire du T2 au T4 à disposition des locataires dans un endroit, je rappelle, qu'on sait tous être très bien connectés sur le plan des transports urbains, que ce soit à la fois à l'intérieur de la ville, en mobilité active, douce, ou bien en transport en commun vers le reste du territoire. Ce bâtiment donc est né d'une opportunité de rencontre avec un promoteur, avec un fonds d'investissement scandinave qui finance l'opération. Donc les 14 millions d'euros auxquels vous faites référence, Madame Eladjosi, sont effectivement justes. Je précise simplement que ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent entièrement privé. Donc la notion de gain à court terme, enfin là par contre je ne suis pas sûr complètement de vous suivre, dans la mesure où on urbanise, on permet effectivement la construction de ce bâtiment. L'intérêt de la ville, c'est l'intérêt général. Il n'y a pas vraiment d'intérêt financier à la ville de faire ça plutôt qu'autre chose dans cet espace. Par contre, il y a cet intérêt d'équilibre entre l'habitat et le travail que j'évoquais tout à l'heure. Après, sur le plan factuel, vous avez, je sais, c'est une remarque qui a été faite à plusieurs reprises, une espèce de questionnement autour du respect réglementaire, du code de l'urbanisme, des différents dépôts de documents qui ont été faits. Donc je reprends des dates. Le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, qui dépend de M2A, a été modifié le 12 novembre 2021, le 13 décembre 2021, après un projet, un registre de consultation qui ont été mis à la disposition du public du 11 octobre au 12 novembre. C'est aussi les délais légaux. Cet avis de mise à disposition a été affiché à la fois en mairie, à la fois à M2A. Il a été également publié dans les annonces légales du journal de l'Alsace, si vous voulez vérifier, c'est le 28 septembre 2021 et sur le site internet de 2 collectivités. Donc tout ça a été respecté et cette délibération du 13 décembre 2021, nous étions un certain nombre dans cette salle à y participer. Le permis de construire lui-même a été déposé le 10 décembre, il a été délivré le 6 mai, ce qui laisse un certain temps d'instruction, puisqu'effectivement on a fait un certain nombre d'allers-retours pour s'assurer du travail en commun qui est nécessaire autour de ça. On a dit à tort, je ne dis pas vous, mais j'ai entendu des gens se plaindre de l'affichage sur les lieux du permis de construire. Un permis de construire, pendant une certaine date, une certaine durée, ça peut être contesté, on peut avoir un recours, on peut formuler un recours, et donc il faut afficher. Excusez-moi, je donne un peu de contexte autour de ça. En général, quand on sait que les opérations sont compliquées, on fait venir un huissier qui constate sur place la présence du panneau et qui dit effectivement j'ai bien constaté la présence du panneau. Ça a été fait à 3 reprises, le 16 mai 2022, le 16 juin 2022, le 20 juillet 2022, par un huissier qui a bien constaté que sur place il y avait ce document consultable par tous.
Alors, bien sûr, tout est perfectible. Là, je liste un certain nombre d'éléments réglementaires. J'ai justifié la présence de ce bâtiment à l'intérieur d'une zone d'activité sur laquelle on travaille avec M2A, et je prends la remarque de manière constructive dans la mesure où depuis, puisqu'on parle là d'un PC qui date finalement de presque 1 an maintenant, on a un petit peu changé notre méthode de travail sur les grands projets. Vous savez qu'on a ouvert une consultation assez ouverte puisqu'elle a réuni une centaine de personnes sur un projet sur le parking de la CCI, donc qui s'est fait en deux séquences. On a également consulté des associations représentatives sur des projets rue des Vendanges, rue du Klettenberg, dans la maison Steinel. Donc c'est vrai que ce processus évolue, ce niveau d'engagement évolue au fur et à mesure. Moi, je disais en préparant cette séquence, je disais à ma collègue Cécile Sornin que notre plus gros défi, ça devait être de trouver le mode d'engagement citoyen pour DMC. Parce que c'est un projet d'envergure, vous le dites, et c'est un projet d'une complexité telle que engager une conversation juste avec les riverains, ça va être un petit peu réduit. Il va falloir sortir de ce cadre, trouver des méthodes plus originales et plus engageantes pour aller au-delà de ça et effectivement se mettre autour de la table pour discuter de l'avenir d'un grand morceau comme ça. Après, il faut rester raisonnable, on ne va pas concerter sur tous les projets, ce serait la fin de la démocratie représentative. Parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, et notamment que je signe un arrêté lié à une décision d'urbanisme, il faut mettre tous les citoyens autour de la table. Donc ce ne serait pas très logique non plus. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux, effectivement, au travers des consultations directes des citoyennes et des citoyens, au travers des associations pour lesquelles il faut se poser la question de la représentativité, qui, je peux vous le dire, n'est pas nécessairement très simple quand on les a en face, parce que certains se croient représentatifs sans l'être réellement. Donc il y a un vrai sujet. Je pense qu'on a fait un bon travail jusqu'ici. Tout est perfectible, on fera encore mieux demain. Merci.